Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je voulais remercier tous les auditeurs qui nous ont rejoints sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons accueillir Marc Poncin, qui est le directeur formation continue et apprentissage chez e-Academy et qui est l'auteur du livre « Du présentiel au e-learning efficient » aux éditions Duno. Bonjour Marc. Bonjour Gérard, merci de ton Merci invitation. d'avoir, c'est gentil, merci de l'avoir accepté surtout, et de faire partie de ce nouvel épisode Never Stop Learning. Avant qu'on aille dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Eh bien donc, comme tu l'as annoncé, je m'appelle Marc Poncin. Je travaille dans la formation professionnelle depuis maintenant un peu plus de 25 ans, oui, ça finit par compter. Et il se trouve que dans mon parcours, j'ai travaillé autant en organisme de formation qu'en entreprise, donc en occupant soit des postes de directeur du développement de formation continue, en dirigeant juste avant d'être chez e-Academy, donc comme directeur de la formation continue de l'apprentissage. J'ai dirigé pendant 10 ans l'activité de formation continue de l'Université de Strasbourg. Et c'est là principalement, donc depuis 2010, où j'ai mis en place tout un plan de recherche et développement pour développer le distanciel. Et donc, il se trouve que l'ouvrage est un peu le résumé de toute cette expérimentation. Et aujourd'hui, e-Academy, j'y suis arrivé parce que e-Academy, en fait, est un des précurseurs du e-learning diplômant en France depuis 2006. Voilà, donc maintenant depuis plus de 15 ans. Et donc, le livre est le résumé de quelqu'un qui a mis les mains dans le moteur. Oui, j'imagine. Alors ça m'intéresse beaucoup cette double compétence, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire le côté académique et le fait que tu sois passé en entreprise. Ça a été difficile pour toi ou c'était finalement on retrouve peu ou prou ce que tu faisais au niveau académique, tu as pu le transposer assez facilement en entreprise? Oui, en fait, mais je pense que c'est surtout parce que j'ai toujours gardé ce côté, opérationnel. Alors étant aussi de formation RH, c'est-à-dire que quand, j'ai commencé à travailler dans la formation, j'aime bien aussi pratiquer la formation tout au long de la vie, pour moi-même et j'ai jamais voulu en fait, suivre des cursus, purement formation, mais de rester dans la RH pour avoir toujours cette vue, plus globale en termes de stratégie d'entreprise, de développement des compétences puisqu'on commençait, à l'époque beaucoup à parler des obligations de GPEC, donc du développement des compétences. Et c'est toujours ce qui m'a le plus attiré, et parce que effectivement, c'est un lien intéressant entre la stratégie de l'entreprise et les besoins. Moi, je pars du principe qu'un responsable de formation de l'entreprise, il est avant tout là pour fournir les bonnes compétences au bon endroit au bon moment. Et donc, quand on se trouve du côté du producteur de compétences, du côté de l'organisme de formation, finalement, ça change pas grand-chose. On regarde juste de l'autre côté, mais on ne fait que mettre en œuvre les outils qu'on a demandé avant quand on était en entreprise. Donc non, ça n'a pas été pour moi spécifiquement compliqué, mais je pense aussi peut-être que parce que quand je suis entré un peu plus dans le monde académique, c'est plus au monde académique que j'ai eu plus difficile à m'habituer C'est au dans l'autre monde sens. plus opérationnel, même si ce qui a été fait dans l'université était une activité à caractère privé. Mais c'est vrai que c'est un peu une autre approche, mais non, ça n'a pas été spécialement difficile. D'accord. Alors c'était très important pour moi de te recevoir et encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation parce que depuis le mois de mars, en fait, 2020, on a eu un afflux de demandes, en fait, chez Calimedia, Mmh. avec beaucoup de personnes qui voulaient digitaliser leur formation et comme tu le dis, donc de passer du présentiel au e-learning et avec, énormément de questions qu'on va aborder au fur et à mesure de ce podcast et qu'on retrouve dans ton livre. J'en cite quelques-unes. Par exemple, comment convertir progressivement une formation présentielle en e-learning? Ça, c'est vraiment quelque chose, qui nous est posé, quasiment tous les jours. Comment mettre en place des outils de formation distancielle? Les objectifs pédagogiques et quel contenu proposer, sous quelle forme,
comment se saisir des nouvelles technologies qui vont bousculer l'enseignement traditionnel. Tout ça, vraiment, c'est des choses qu'on a. On va faire un podcast de Je 2 heures, là, voulais... si on est parti. Non, non, on va pas tout aborder, mais le sujet est vraiment passionnant et encore une C'est fois, vrai, c'est il y a très, plein de choses très, très passionnantes à sympa faire. Mmh. de t'avoir. Alors, mes premières questions, ça va être, quel était finalement l'objectif de ton livre quand tu l'as écrit? C'était de faciliter finalement, de se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui faisaient du présentiel et les aider tout simplement dans cette période difficile où tu as pensé ton livre bien avant le Covid et c'était la suite logique de ton parcours. Ah beh, le livre, il a été pensé bien avant le Covid, puisque ce que je disais tout J'imagine. à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est un peu le résumé de 10 ans de travaux de recherche et développement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me posais la question sur l'attitude académique, j'aime bien utiliser plutôt le mot recherche et développement, parce que effectivement, c'est pas simplement un travail de chercheur au sens universitaire. Et donc en fait, cette aventure, elle a commencé en 2010. Je rappelle en fait aussi souvent ce qu'on oublie, c'est qu'en 2010, aujourd'hui, on est familiarisé avec tout un tas d'outils, y compris ceux qu'on utilise là à l'instant même. Mais il y a 10 ans, on avait tout juste les premiers smartphones. C'était encore un outil professionnel et Oui. on ne regardait pas non plus la télé sur notre smartphone comme on le fait aujourd'hui, ou regarder des vidéos plusieurs fois par jour. Donc C'est vrai. il y a 10 ans, le e-learning, pour prendre ce terme générique. Alors il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit mais pourquoi vous avez utilisé ce mot e-learning? Bon, bah, c'est un terme générique. Je pense qu'effectivement, on va pas faire des batailles d'experts sur tel ou Oui. tel vocable. Quand on a commencé il y a 10 ans, ben, ma question première, c'était de dire, ben, moi, je suis dans un organisme de formation. J'arrive Quand je suis arrivé donc pour diriger cette activité de formation continue, j'ai dit mais qu'est-ce que vous faites en e-learning? Et on m'a dit oh mais c'est compliqué, ça marche pas, et puis en plus c'est compliqué pour se faire payer par les OPCO. Alors j'ai dit ben finalement qu'est-ce qu'on fait? On attend que le train parte, qu'on ne monte pas dedans, qu'on soit dépassé. Moi je pense que le mieux c'est que ben voilà, c'est qu'on investisse, qu'on mette en place des actions, qu'on fasse de la recherche et du développement, et surtout qu'on se dise ben voilà, qu'on soit un peu peut-être parce qu'il y avait aussi cette image d'université, enfin de service de formation continue d'université, d'être aussi quelqu'un qui contribue au paysage du développement du e-learning, donc à partager notre expérience. Et la première question qui s'est tout de suite posée, c'est de voir les quelques personnes à l'époque qui avaient déjà fait aussi des expériences, qu'est-ce qui faisait qu'elles s'y étaient mises, qu'est-ce qui faisait que d'autres ne s'y étaient pas mis, quels outils ils utilisaient. Et donc on a fait tout un recensement pour se dire maintenant qu'est-ce que nous on met en place et comment on y va. Donc c'est vraiment le résumé, le livre, voilà, le résumé de ces 10 années, comme je le disais, et c'est vraiment un travail opérationnel d'un organisme de formation qui se coltine, qu'on pourrait dire, tous les jours, à créer des ressources, à mettre en place des formations à distance. Et cette démarche, elle est tout aussi valable, effectivement, pour un organisme de formation à caractère commercial que pour un organisme de formation d'entreprise. Donc, et avec Voilà. toujours le souci d'impliquer les formateurs aussi, mais je pense qu'on y reviendra sur ce point. Alors ça c'est très important parce que ça faisait partie d'une de mes questions. Au départ, j'avoue que j'ai cru que tu avais fait ce livre pour les organismes, spécifiquement de formation parce que tu parles d'OPCO, tu parles de centres de formation, mais je me suis aperçu qu'en réalité, c'était un livre, qui était beaucoup plus large que ça et donc je voulais te poser la question des cibles. Moi, j'ai eu l'impression que ton livre, il s'adressait à tous les acteurs de la formation. Est-ce que tu avais un persona en tête ou c'est la réalité? Il s'adresse aussi bien aux Non, entreprises qu'aux organismes de oui, formation? en fait, j'avais en tête comme persona les responsables de formation, c'est-à-dire ceux qui doivent mettre D'accord, en œuvre ou digitaliser de la formation. Et ça, c'est pas nécessairement propre uniquement à un organisme de formation. C'est propre d'accord. aussi à un responsable de formation d'entreprise. Et effectivement, cette double vue que je peux avoir, qu'on a rappelé tout à l'heure dans mon parcours, effectivement, pour moi, elle était importante. Et je vois aujourd'hui, effectivement, dans les contacts que j'ai ou dans les interrogations, ce qu'on peut me renvoyer effectivement de l'ouvrage en question, on le voit comme quelque chose, effectivement, un ouvrage qui est plutôt très pragmatique, très C'est ça. pratico-pratique, Oui, et j'ai ce je retour confirme. aussi bien de personnes d'entreprise que de personnes
d'organismes de formation. Et je pense qu'un de mes soucis, effectivement, c'était aussi de dire que ce que je raconte peut aujourd'hui, et c'est un peu un des autres développements que je fais parfois dans des webinars ou dans des conférences, c'est de dire mais finalement tous les ingrédients ou tous les éléments ou tout ce qui est décrit dans le livre peut servir aussi bien à mettre en place de la formation qu'à acheter de la formation. C'est-à-dire pour quelqu'un qui pourrait être même un acheteur de formation, ben ça peut lui donner effectivement des bons repères et des bons critères. Et ce qui est souvent aujourd'hui, par exemple, une demande des OPCO, de dire mais comment on s'y retrouve dans cette jungle du distanciel. Je suis d'accord. Et je l'ai vraiment pris comme ça, donc c'est parfait. C'est vraiment ce que peut apporter ton livre. Pour finir cette introduction, c'est plus un livre sur l'andragogie que sur la pédagogie. Là aussi, tu confirmes, on est plus dans la formation pour adultes que c'est pour la formation pour adultes. Oui, parce que il est vrai que moi j'ai toujours travaillé effectivement surtout dans la formation continue. Donc bien évidemment, sans doute que il y a forcément parce qu'aujourd'hui, l'innovation en fait dans le e-learning, elle n'est pas tellement sur les plateformes ou sur les ressources. Aujourd'hui, la vraie innovation pour aller vers du nouveau e-learning tel qu'on peut le mettre au mieux de manière efficiente aujourd'hui, elle est dans la pédagogie. Donc bien entendu, c'est aussi un livre avant tout de pédagogie, mais comme je l'explique aussi dans mon livre, c'est que j'aime bien avoir des vues globales de sujets, et je pense qu'une des particularités, c'est que j'aborde 4 points, 4 axes en même temps. C'est l'axe technologique, l'axe pédagogique, l'axe économique et l'axe juridique. Et donc, on voit bien qu'en permanence, ce sont 4 dimensions qui s'interpellent dans la construction d'une formation. Et bien entendu, quand je parle, puisque le sous-titre du livre, c'est construire une formation professionnelle à distance, donc effectivement, ça nous ramène beaucoup plus vers l'andragogie. Je suis bien sûr d'accord avec tout ce que tu dis. 89% des répondants veulent pérenniser et accélérer la digitalisation de leur formation, alors que auparavant, en fait, on n'était pas du tout sur ces niveaux-là. Les sociétés privilégiaient le distanciel. C'est pas un chiffre qui sort de nulle part, hein, c'est la conférence donnée par l'ISTF qu'on peut retrouver dans les chiffres du digital learning. Ils ont sorti tout un document, ce qu'ils font chaque année, qui est très intéressant. Est-ce que ce côté urgence, ce côté on a privilégié l'urgence en 2020 plutôt que la qualité, c'est quelque chose que tu as perçu tout au long de cette année 2020, toi? Et ces 89% de répondants qui veulent pérenniser et accélérer la digitalisation, c'est quelque chose que tu as observé aussi chez Icademy? Je suis d'accord avec cette statistique, mais j'aurais tendance quand même un peu à la À modérer, nuancer. à la nuancer. Alors, je voudrais pas jouer les troubles faits. Je crois qu'on Si, tu peux, hein. on ne Tu es pourra là pour pas. ça. J'espère qu'on ne va pas me taxer d'être anti-e-learning ou d'être anti-distanciel. Ça serait quand même Non, dommage. avec ton livre, je pense pas. Voilà. Je pense Donc, pas. je reprends juste une anecdote, c'est que l'année dernière, c'est-à-dire maintenant il y a pratiquement un an, au début du premier confinement, dans les réseaux des organismes distanciels, dans la EdTech, donc toutes les structures qui fournissent des outils pour l'enseignement à distance, il y avait au moment du premier confinement une joie mais incommensurable. Ça y est, c'est la victoire du e-learning, tout le monde s'y met, c'est fantastique, etc. L'année dernière, j'ai édité une chronique qui s'appelle les chroniques emploi formation que je fais régulièrement sur mon profil LinkedIn, et j'ai dit mais attention, ce qui va se produire, ça va pas être du vrai e-learning, ça va être du e-learning de circonstance, ça va être du dépannage, ça va être de la continuité pédagogique. Et j'avais un peu l'impression de casser la fête en disant ça. Et puis quelques mois après, effectivement, les gens se sont bien rendus compte que ce qui était fait, c'était plutôt 8 heures de Zoom ou 7 heures de Zoom toute la journée, et c'est profondément antipédagogique. Par contre, effectivement, on peut bien admettre que les enseignants qui ont fait de la continue pédagogique ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord, mais ça ne correspond pas à un vrai e-learning, puisque la vraie révolution, elle est dans la construction pédagogique. Et donc, ils n'ont pas eu le temps de reconstruire, de repenser la construction pédagogique de leur formation. Et donc, aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu, certains disaient aussi on a gagné 10 ans, alors je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment gagné 10 ans sur l'avancée du e-learning, mais en tout cas il est certain, pour revenir à l'étude
que tu évoquais, que bien entendu, tous ceux qui avaient amorcé du e-learning, qui étaient en pleine réflexion, ceux-là, effectivement, ils y sont partis. Ils avaient fait un pas en avant et d'un seul coup, ils se sont mis plus à trottiner ou plus à courir plus vite et à confirmer leur projet du fait. Par contre, là où il faut quand même se méfier, où je pense que nous avons, Calimedia, comme nous, enfin comme tous ceux qui sont dans le learning, encore beaucoup de travail à faire, c'est qu'aujourd'hui, on entend aussi beaucoup de contre-courants parce que les gens qui ont vécu du learning, ben, finalement, ont vécu du mauvais learning. Il y a le confinement qui fait que les gens sont encore plus isolés que jamais. Le e-learning a parfois déjà un petit côté un peu plus isolant que le présentiel, mais une fois que les gens ont fini leur formation, bah, ils ont de la sociabilité, ils ont des activités sociales à côté. Là, aujourd'hui, ils sont complètement fermés. Et on voit bien le désarroi des étudiants qu'on peut parfaitement Tout à comprendre. fait. Et donc, il est vrai que ce que j'avais écrit aussi il y a un an dans cette chronique, c'est que, attention, les détracteurs du e-learning, il en existe beaucoup. Et tant mieux, je dis, aujourd'hui, finalement, c'est pas la peine de vouloir tout passer au e-learning. Il y a des gens qui font du très bon présentiel, des gens qui font du très bon distanciel. Aujourd'hui, on parle même avec Calliope d'obliger ou les organismes de formation à avoir une plateforme. Je trouve que c'est pas du tout judicieux parce que il y a des gens qui effectivement et puis il y a un marché pour tout le monde. Même on le voit aujourd'hui, nous les étudiants qui viennent s'inscrire chez nous, bah, ils posent des questions sur la manière dont se passe le learning, etc. Il faut bien leur expliquer que c'est pas du tout ce qu'ils imaginent. Et il y a beaucoup de gens qui ont encore en tête que le e-learning aujourd'hui, c'est une plateforme des ressources et on est tout seul devant sa plateforme et on se débrouille. Donc, à la fois ce que les gens vivent en ce moment ou ont vécu, et pour autant, on voit aussi que dans des enseignants, je travaille avec beaucoup de formateurs en partenariat aujourd'hui. Je vois qu'il y en a qui, effectivement, il y a un an, faisaient du Zoom. J'ai pas spécialement des actions chez Zoom, c'est juste qu'on parlait un peu de zoomification de la formation et qui aujourd'hui, Oui, effectivement, c'est 70% voilà. des, Et 70% voilà. Et qui des aujourd'hui connexions. on fait évoluer, utilise du podcast vidéo, utilise du podcast audio, envoie des documents. Enfin voilà, on diversifie un peu leur mise en forme pédagogique, mais il y en a une grosse partie effectivement, et c'est ce que tu soulignes, qui font encore effectivement du présentiel à distance, quoi. Voilà. Et ça donne une mauvaise image du e-learning. Alors il faut s'en méfier quand même et travailler encore à porter le message de ce que peut être un e-learning efficient et surtout réhumanisé. Alors, je suis là encore une fois entièrement d'accord avec toi et contrairement à ce que nos auditeurs pourraient penser, chez Calimedia, on ne prône pas le 100% e-learning ou digital learning ou quelle que Mmh. soit la forme qu'ils prennent. En fait, on insiste beaucoup sur les parcours de formation et notamment sur la notion de blended learning. On a fait d'ailleurs tout un livre blanc qu'on peut télécharger sur le site de Calimedia, qui est sur le blended learning, parce que ça nous paraît important. Il y a, comme tu le disais, dans un parcours de formation, on peut avoir des podcasts vidéo, du vidéo learning si on veut, des parcours où on peut prendre connaissance sur une publication, poser des questions, du digital learning. Donc, c'est tout un parcours. Et avec ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a un conseil, et tu vas peut-être le partager ou le commencer, c'est que moi, je pense qu'il ne faut pas forcer la reproduction exacte du présentiel à distance parce que ça donne souvent des cours qui sont très descendants, voire des MOOC tu parlais des étudiants, par exemple, les étudiants, si on va à la fac de droit ou à la fac de médecine, c'est complètement descendant, c'est le professeur parle, est filmé, et il n'y a aucune interactivité. Et là, on refait finalement, pour moi, c'est de la mauvaise formation, mais j'inviterai dans un futur podcast un professeur de droit à l'université de Montpellier, il nous en reparlera, parce Mmh. que c'est en train aussi de s'améliorer, mais du coup, je pense qu'on ne peut pas forcer tout ça et ça ne peut pas être la reproduction, encore une fois, exacte du présentiel à distance. Est-ce que tu partages ça ou est-ce que tu peux le commenter? Oui, non mais absolument et pour te renvoyer effectivement, les gens vont se dire qu'on a répété avant pour dire qu'on est tout le temps d'accord, Non, pas du mais tout. on vous Pas du rassure, tout. nous n'avons pas répété C'est en avant, live. nous ne nous sommes pas mis d'accord. Voilà. Non. Oui, je pense que quand tu disais effectivement que c'est pas de la recopie de présentiel et parfois, il y avait certains qui avaient juste un peu lu le titre de mon livre et qui disait du présentiel au distanciel et en se disant et quand je dis Ah oui. on va partir du présentiel, mais on pourrait y revenir parce que c'est une démarche effectivement pour l'adapter pour des formateurs et accompagner les formateurs. Mais je pense qu'effectivement, ce qui est premier, c'est déjà de définir quel est l'objectif de la formation.
Et l'objectif de la formation, ce ne sont pas les objectifs pédagogiques. C'est-à-dire quel est l'objectif, quel est l'effet par exemple sur une structure. Si je forme des gens à des problématiques de contrôle sur une chaîne de montage, l'objectif de ma formation, c'est que j'ai un taux de rebut par exemple qui ne me satisfait pas, et donc l'objectif de ma formation, ça va être de diminuer mon taux de rebut. Et à part de ça, c'est le vrai objectif de ma formation. Comme ça peut être un objectif opérationnel pour un métier. Là, je prends un exemple sur une formation plus courte. Mais donc, il faut déjà bien définir ce qu'on veut avoir comme effet à partir de cette formation. Et ensuite, on définit les objectifs pédagogiques. Donc, les objectifs pédagogiques à partir d'une formation où je veux faire baisser un taux de rebut, ça va être que les personnes maîtrisent les process qualité, qu'ils sachent faire des mesures dimensionnelles ou des contrôles qualité, etc., etc. Et seulement à partir de là, on se dit maintenant, en fonction de ces objectifs pédagogiques, qu'est-ce qui est le mieux en présentiel, qu'est-ce qui est le mieux en distanciel, qu'est-ce qui est le mieux en AFEST aussi maintenant. Donc aujourd'hui, je Oui. pense qu'on a vraiment, mais c'est seulement après avoir bien calé l'objectif de la formation, les objectifs pédagogiques, qu'on se pose la question de quelle est la meilleure mise en forme pédagogique et surtout la plus efficiente. Alors, bien entendu, après, on peut faire des choix, si on est du côté d'un organisme de formation, par exemple comme Academy, de se dire, dès le départ, on va penser une formation complètement en distanciel, mais ça dépend aussi des matières. En ce moment, par exemple, je travaille avec un partenaire sur la formation d'aide-soignant à distance. La formation ne sera que de 70% à distance et 30% en présentiel, parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a des TP. En ce moment, on parle beaucoup des TP pour les universités ou des travaux pratiques, où souvent je prenais un autre exemple où j'étais avant en disant, voilà, on a une formation en chimie, on va apprendre une nouvelle technique d'analyse en laboratoire sur 5 jours. Il y a peut-être 3 jours qu'on va mettre à distance parce que ça va être tout l'apport théorique, voilà. Et puis après, même le meilleur serious game, même la meilleure réalité virtuelle, elle n'a pas encore remplacé le fait de se mettre, comme on dit dans la chimie, devant sa paillasse avec ses éprouvettes et de faire des expériences et de travailler dans un Tout à laboratoire. fait. Voilà. Et donc, à un moment donné, On le y e-learning, reviendra un peu. il a aussi ses limites. Tout à fait. Donc, je suis On- pleinement d'accord avec toi, effectivement, pour dire qu'il faut pas partir. Et d'ailleurs, je le dis au début dans mon livre, il faut surtout pas vouloir partir de schéma tout fait. Sinon, on passe en disant, je veux absolument que ma formation soit ou tout à distance, ou 50-50, ou 20-80, ou 80-20, peu importe. Mais voilà, parce que ça, c'est pas un raisonnement pédagogique, c'est un raisonnement marketing, technique, etc. Alors, ce qui est différent quand on se dit, voilà, on fait des formations dans du domaine tertiaire où on sait effectivement que ce sont des sujets qui se prêtent facilement à du 100% distanciel. Les auditeurs dans ton livre pourront trouver un chapitre que tu consacres à ça, ce qui s'appelle Passer au distanciel, Mmh. où tu parles de transition progressive vers le distanciel et que là encore une fois, j'ai trouvé très très bien fait parce il y a plein d'idées, d'outils qui sont très utiles. Je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit, c'est à un moment dans ton ouvrage, tu parles des leçons fondamentales du passé. Mmh. Quelles leçons on peut en tirer et qu'est-ce que tu en as déduit comme amélioration qu'on peut apporter à la formation aujourd'hui? Il y en a une comme ça qui me vient. Alors, même quand on a écrit un livre, on le connaît pas par cœur, donc faudrait que je reprenne le livre et que je revérifie. Mais par contre, il y en a une qui me semble importante et qui est un sujet qui est de plus en plus abordé, c'est l'importance du tutorat. Oui, Aujourd'hui, on parle des taux de complétion de formation. Et quand on regarde effectivement ce qui a boosté aussi il y a quelques années le distanciel, c'est la vague des MOOC qui est arrivée. C'est pas si vieux que ça, hein. La vague des MOOC, c'est 2012-2013. Hein. Donc c'est vrai. c'est pour ça que je rappelle, comme je rappelais tout à l'heure, le smartphone, tout ça, c'est une histoire qui est quand même relativement jeune, mais qui a été très vite. Et donc les MOOC, ils ont eu un avantage, c'est qu'effectivement, ils ont secoué un peu la maison distancielle, en tout cas les universités ou l'éducation nationale en France s'est dit tiens on va être mangé par les grands méchants MOOC américains qui arrivent et donc on est en retard. Mais par contre, je dis pas ça pour voilà pour le dire une fois de plus vous dire j'avais raison, mais j'ai toujours défendu que le MOOC c'était pas de la formation continue, mais formation continue au sens effectivement avec le cadre juridique et on voit comment le cadre juridique, le cadre de formation continue et une vraie formation avec un accompagnement aujourd'hui, ça n'est pas ça. Le MOOC, c'est une super série télé sur une thématique particulière, et je parle des MOOC d'origine et qui étaient éventuellement il y avait un peu d'échange entre pairs, mais
quand on regarde, et ce qui est important, c'est que de regarder le taux de complétion. Le taux de complétion, pour ceux, si éventuellement il y en a qui n'entendent pas ce mot ou qui ne le connaissent pas, c'est combien, à partir du moment, il y a des gens qui s'inscrivent à un MOOC, combien il y en a qui vont jusqu'au bout. Ouais. C'est-à-dire s'il y a 15 épisodes dans le MOOC, c'est combien il y en a qui vont jusqu'au bout, et éventuellement combien il y en a qui vont peut-être passer aussi, avoir un certificat ou passer une évaluation. Aujourd'hui, le taux de complétion des MOOC traditionnel, c'est 10 à 15%. Et on n'a rien inventé de plus. Donc là, j'en reviens à ma leçon du passé. C'est que quand on regarde depuis 50 ans les cours par correspondance, on avait exactement le même taux de complétion. Alors, on parlait pas encore de taux de complétion, mais quand on regarde tous les gens qui s'inscrivent et les gens qui vont jusqu'au bout, on a toujours, en moyenne, 10 à 15% de gens qui vont jusqu'au bout. Et quand on fait une formation continue, si on fait juste une simple mise à disposition de ressources, il faut pas s'étonner effectivement qu'on ait le même résultat de gens qui sont assidus à telle ou telle formation. Et là, je parle par exemple du côté d'entreprise, et notamment sur un chapitre qui est sur la mesure de l'efficacité de la formation. Certains trouveront effectivement une anecdote bien parlante par rapport à ça. Et donc ça, c'est une leçon importante du passé. Alors la leçon, c'est quoi? C'est de dire, mais quand on veut améliorer ça, effectivement, il faut mettre du tutorat, il faut mettre de l'accompagnement. Ça semble peut-être tellement évident, mais pour autant, aujourd'hui, il y a un an, juste avant le confinement, il y avait le salon Learning Technology qui se déroulait. J'étais étonné qu'il y a un an, il y avait 2 ou 3 conférences qui s'évertuaient pendant le salon et qui avaient pour but, effectivement, de prêcher l'importance du tutorat. Alors que c'est, pour moi, effectivement, quelque chose qui peut être facilement une des leçons tirées du passé. Voilà. Tout à fait. Pour moi, Alors, ça, c'est en un plus, élément important dans l'évolution aujourd'hui. tu les cites même comme les fausses idées à évacuer dans ton livre, Mmh. puisque l'une des peurs, c'est, moi je l'ai entendu de très très nombreuses années, le e-learning, ça va enlever l'enseignant, on va tuer les formateurs, on n'y aura plus accès. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe. De plus en plus, on associe le e-learning, alors en ce moment aux classes virtuelles ou au présentiel pour faire du blended learning. Et on se rend compte que justement les taux de complétion, quand on met un tuteur, le simple fait de mettre un tuteur, on passe, comme tu le dis, et je confirme ces chiffres, de 10 à 15% à plus de 65, 70, voire 80, 90% sans Bien sûr. exagérer, Mmh. euh, sur la réalisation et le fait Mais que c'est surtout qu'il faut pas perdre de vue que finalement le MOOC a quelque chose d'assez libre. On n'est pas dans le même espace que la formation continue. Quand si effectivement on met en place une formation continue pour apprendre une nouvelle technique de management, une nouvelle technique, et imaginons qu'on soit dans un, je prends pas l'exemple de la chimie tout à l'heure, mais qu'on soit dans quelque chose qui soit 100% distanciel. L'entreprise, et là tu vois bien que ma double casquette côté entreprise et côté organisme de formation, j'aime bien avoir cette double vue, c'est que si j'achète une formation, aujourd'hui, la question ne se pose plus. On n'est plus dans la formation récompense comme il y a quelques années. Aujourd'hui, si j'achète une formation à un organisme de formation, c'est bien pour répondre à une évolution en compétences d'un groupe de salariés. Donc ça peut être, je sais pas quoi, moi, mes managers de BU, et effectivement, je veux leur faire passer un message RH, un message ou leur donner des techniques d'entretien annuel, etc. Et si je leur fais suivre cette formation, c'est bien pour qu'il y ait une efficacité, pour qu'ils puissent mettre en œuvre correctement, par exemple, des entretiens annuels en fin d'année. Donc il y a bien effectivement ce côté résultat, et je veux pas simplement qu'ils aient suivi regarder une série télé pour avoir quelques éléments sur la formation. Et si je ne mets pas d'accompagnement, donc ça veut dire que du côté organisme de formation, je dois m'assurer que les 10 ou 12 managers qu'on m'envoie, qu'ils aient bien effectivement intégré toutes les connaissances que je veux leur apporter, et assurer à mon client en face que effectivement ils ont bien intégré toutes les données. Et c'est là où parfois le e-learning à la limite peut être plus exigeant, ou en tout cas on va être plus exigeant avec du e-learning, et c'est ce qui est surprenant, c'est que quand on envoie par exemple aujourd'hui en présentiel des managers, une douzaine de managers pendant 3 jours pour apprendre l'entretien annuel, parce que c'est cet exemple qui m'y emmène, jamais personne nous dit, comme on est sûr que les personnes ont été en formation, comme on est sûr qu'elles ont signé le matin et l'après-midi et qu'elles étaient bien à la formation, c'est comme si on était sûr que tout le monde a bien tout intégré.
Alors que finalement, Oui, il n'y a pas plus de raison. On ne sait pas s'ils ont écouté assidûment, pas assidûment. Et donc, par contre, on va mettre en œuvre en e-learning, effectivement, quand ils regardent une vidéo, c'est pas plus que s'ils écoutaient le prof sans jamais c'est ça, participer. Et donc, peu d'interaction. on va être beaucoup plus exigeant en e-learning parce qu'on va nous demander plus de résultats et donc il y a beaucoup plus d'astuces à mettre en place pour que les gens, on soit sûr que tous les gens aient bien suivi la formation, mais en plus on nous demande mais comment vous pouvez vous assurer qu'ils ont bien intégré tout ce que vous leur avez demandé. Et ça c'est une question qu'on nous demande rarement en présentiel. Donc c'est bien le e-learning C'est pour vrai. ça. Finalement, il peut être plus efficace parfois. Alors, je voudrais que tu nous parles parce que j'ai trouvé la dernière partie de ton livre, également intéressante. Tu parles du e-learning, 1.0 que j'ai connu, ça m'a rappelé des souvenirs, et tu finis par l'ère de la formation différenciée 4.0. Tu peux nous expliquer brièvement comment on est passé, ce que tu considères d'être du 1.0, 2.0, 3.0, et j'imagine qu'on va parler des CD, des MOOC, et qu'on va peut-être aller jusqu'à la réalité virtuelle. Tu peux nous en dire un peu plus sur sur ce qui va se passer du futur finalement? Comment tu vois le futur de toute cette formation digitale? Alors, en fait, ce qui m'a poussé à faire ce dernier chapitre, ce dernier chapitre, il a presque été rajouté au dernier moment, Au dernier moment? mais au dernier moment, mais enfin au dernier moment. En fait, il n'était pas dans le manuscrit d'origine, mais D'accord. bah, après, je continue toujours à observer, à regarder un certain nombre de choses. C'était quand même aussi toujours avant le confinement, puisqu'il a été fini. Alors le confinement, c'était début 2020 et il a été fini en septembre 2019, le livre. Donc, Ah oui. mais c'est vrai que la chance a fait qu'il est sorti vraiment dans une période propice. Quand je dis on entre dans l'ère de la formation différenciée 4.0, il y a déjà ce 4.0. Parce que je voyais effectivement qu'on parlait tout le temps de formation 4.0, etc., de web 4.0, de l'industrie 4.0, et que finalement on s'interrogeait peu sur les évolutions de la formation dans tout ce contexte. Alors il y avait des paramètres, enfin ou des concepts qui étaient bien définis. Je recherchais le mot. C'était le concept de industrie 4.0, de web 4.0 et de management 4.0. Celui dont je suis parti, effectivement, c'est l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, en fait, c'est toute la révolution de l'industrie aujourd'hui, c'est l'industrie connectée. Pour le dire rapidement, c'est qu'aujourd'hui, quand vous achetez votre voiture, d'ailleurs, c'est en ce moment avec la fermeture de certains concessionnaires, il y en a qui disent, mais vous pouvez acheter tranquillement votre voiture le soir et passer votre C'est commande le vrai. soir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même incroyable. On achète une voiture. Moi, je suis quand même un petit peu déjà âgé. Moi, j'aime bien aller dans le magasin, toucher, regarder, essayer. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une ère où finalement, on peut acheter notre voiture. Alors, ce qui se passe Oui. derrière tout ça, c'est que quand je tape ma commande effectivement derrière mon ordinateur, l'enjeu du constructeur, c'est d'être relié directement à l'usine. Et comme je vais demander un toit rouge, des roues comme ça, un volant, enfin tout un tas d'équipements, en fait, ma Oui. commande va arriver directement dans la chaîne automobile. Et l'enjeu, effectivement, c'est que le consommateur soit directement connecté à la production. Alors, un des points de ça, effectivement, c'est l'interaction de. J'ai essayé de dégager un peu les trends, les tendances de ce que j'ai pu lire comme étant défini le management 4.0 qui est né de l'industrie 4.0. Donc, ça demande effectivement à la fois beaucoup plus d'individualisme, enfin beaucoup plus de liberté, mais aussi beaucoup plus de travail collaboratif dans le management et dans l'industrie 4.0. Ça demande beaucoup plus de participation dans des réseaux, enfin de la personne qui est connectée. Enfin, en tout cas, il y a une plus grande interaction. C'est-à-dire qu'avant, on pourrait dire effectivement qu'on met plus d'humanité dans le réseau, donc ça demande aussi beaucoup plus d'inventivité, beaucoup plus de management participatif. Voilà, donc tous ces éléments-là, plus à côté, bien entendu, puisque je m'interrogeais sur le e-learning, il y a toute l'évolution du web. Et donc j'ai observé effectivement ce qu'on définissait aujourd'hui comme le web 4.0. Et le web 4.0, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les réseaux sociaux, etc., font que l'individu est de plus en plus à la fois individuel et interactif. Et donc tous les éléments que j'ai pu dégager, c'est dire finalement, c'est de formaliser déjà la formation 4.0, et c'est dire forcément, comme l'industrie, comme le management, enfin en tout cas comme l'industrie, elle est forcément tout ou partie à distance, voire multimodale, dire présentiel, distanciel et en situation de travail. Un des points qui ressort fort dans cette évolution du 4.0, c'est que on se réinterroge en fait sur le passé. La formation 1.0,
c'est presque, je l'ai redéfini un peu comme étant le cours magistral. La formation 2.0, c'est les cours plus interactifs avec des tableaux, enfin tous les outils, mais on est toujours en présentiel. La formation 3.0, je l'ai formalisée comme étant justement l'avènement du e-learning entre guillemets depuis 2012-2013 avec la vague des MOOC, mais en même temps, on s'est interrogé sur le fait que ça a effectivement donné une image de la formation qui pouvait être plus à la portée de tous, qui pouvait être effectivement à distance, mais par contre qui était beaucoup solitaire. Voilà, c'est cette idée d'image solitaire, et on voit bien qu'aujourd'hui, on a des structures qui sont encore, tu l'évoquais tout à l'heure en prenant des exemples de cours de médecine, etc., on est dans la formation 1.0. Il y en a beaucoup qui sont encore qui sont attachés au présentiel, qui sont dans le 2.0, ce qui n'est pas pour autant anti-pédagogique. Et puis Non, non, non. petit à petit, effectivement, on avance. Et donc, je pense qu'un des éléments forts, c'est de dire aujourd'hui toutes ces technologies qui se développent et la formation, c'est de réhumaniser les apprentissages par plus d'accompagnement. C'est-à-dire qu'à la fois il y a plus d'interaction, à la fois il y a plus de technologie. On voit bien qu'on est dans un monde de technologie où la distance se crée, et en même temps on veut recréer de l'humain, enfin faire du rapprochement. Donc ça, c'est vraiment la tendance. Et donc on voit bien ce qu'on disait tout à l'heure, de dire effectivement la leçon des MOOC, c'est de dire il faut remettre de l'humain, il faut réhumaniser la formation. Il faut des combinaisons plus systématiques de travail individuel, de travail collectif, de travail collaboratif, ce qui n'est pas nécessairement le cas des MOOC, ou de ressources qui sont simplement mises à disposition. Et donc, et surtout aussi d'intégrer davantage les particularités de chaque apprenant, comme tout à l'heure dans l'exemple de l'industrie, où on veut intégrer davantage la particularité de chaque client. Donc ça, c'est déjà une manière de définir la 4.0. Et puis, en s'interrogeant sur encore plus loin l'évolution, c'est-à-dire comment, ou de dire, mais la vraie révolution, elle est sur la reconstruction pédagogique, je me suis penché sur deux vieilles légendes de la pédagogie. La première, c'est la pédagogie différenciée. Donc, c'est quelque chose qui date des années 70. Et la pédagogie différenciée, c'est simplement de se dire, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour à la fois individualiser la formation pour que chacun puisse apprendre un peu à sa vitesse, parce que dans un groupe, il n'y a jamais quelqu'un qui apprend à la même vitesse. Et donc, les gens se sont dit, il y a deux écoles. La première, c'est l'école du précepteur, et donc effectivement, mais après ils ont dit, ça c'est une approche individualiste, mais il faut une approche collective, puisque la plupart du temps, la formation et la formation pour adultes se fait en groupe. Donc il faut à la fois tirer parti de l'individuel et du groupe. Et donc ça, c'était des questions qui étaient faites pour le présentiel, mais on voit bien que la personnalisation, ou en tout cas l'adaptation et le fait que chacun puisse apprendre à sa même vitesse, le e-learning nous permet de répondre enfin à cette vraie pédagogie différenciée. Et puis il y a un autre éclairage qui est hyper important et qui va nous amener effectivement, je pense, dans la vraie révolution pédagogique et dans le tutorat dont on parlait tout à l'heure, c'est la pédagogie de maîtrise. Et c'est quelqu'un qui est bien connu, puisque c'est Bloom qui a travaillé là-dessus, dont on connaît bien la taxonomie, voilà, pour définir des objectifs pédagogiques. En fait, il partait du principe de dire que chaque apprenant peut retenir en fait pratiquement 90 à 95% de ce qu'on lui enseigne à deux conditions. Une condition, c'est qu'effectivement, c'est qu'on lui donne des bons éléments et avec les bonnes méthodes ou avec les bons outils. Donc, qu'on lui mette la bonne pédagogique et les bons outils. Et là, c'est vrai qu'il y a quelques mots qui m'échappent en vous en parlant sur l'approche de Benjamin Bloom. Il fait l'hypothèse que tout apprenant peut arriver à une maîtrise totale de 85 à 90% des notions enseignées, mais cette pédagogie nécessite un découpage fin de l'enseignement, avec des objectifs soigneusement définis. Voilà. Et donc, on voit bien que quand on construit un e-learning, on est bien obligé de ce qu'on dit scénariser, mais de redécouper en plein de petits objectifs une formation. Et cette pédagogie de maîtrise, elle fonctionne comment? Donc, Bloom disait dans les années 70, il y a ensuite 3 temps. Le premier, c'est qu'un enseignement doit être fait sous différentes formes pédagogiques. Et là, vous voyez, je fais tout de suite le parallèle en disant, si on met qu'une forme de vidéo, au bout d'un moment, c'est ennuyeux. Si on met qu'une forme de papier, style cours par correspondance, c'est ennuyeux. Donc aujourd'hui, on voit bien que pour rendre une formation attrayante, il faut à la fois mettre de l'asynchrone, à la fois mettre du synchrone, et dans l'asynchrone, diversifier, mettre de l'audio, mettre de la vidéo. C'est ce qui rend une formation attrayante et motivante. Donc, premier point de l'enseignement de Bloom, c'est l'enseignement sous différentes formes pédagogiques. Le deuxième, il dit ensuite, il faut une évaluation formative, c'est-à-dire un feedback enseignant-élève sur les objectifs de la séquence.
Donc, c'est là où tout à l'heure, quand je disais, jamais personne ne nous demande en fin de 3 jours de formation de dire, est-ce que vous pouvez vérifier, comment vous m'assurez que les gens ont bien appris? Ils ont assisté, ils ont signé, et c'est bon, c'est la preuve, c'est ce qu'on a eu à C'est dire. vrai, Là, dans c'est une vrai. séquence, par exemple, de 2 heures ou dans une matinée, on va mettre une mini-évaluation. Alors, même si ça n'est par exemple qu'un QCM, mais on va se dire, on va s'assurer que l'apprenant qui était à ce moment-là, par exemple, dans une séquence asynchrone et qui était seul, qu'il a bien retenu les éléments principaux. Et à partir de ce moment-là, il va dire, OK, tu peux passer à l'étape suivante. Et le troisième point, c'est que quand il y a cette évaluation formative, c'est qu'il y ait une remédiation pour le renvoyer effectivement à certaines ressources. Et on voit bien que ce qui était posé dans les années 70 comme étant presque le rêve absolu de la pédagogie présentielle, la pédagogie différenciée adaptée à chaque apprenant, plus la pédagogie de maîtrise, aujourd'hui, le e-learning nous permet réellement de le réaliser et surtout de répondre justement à cette formation différenciée 4.0. Alors, pour terminer, si je résume un peu tous les ingrédients de cette ère de la formation différenciée 4.0, le premier point qui me semble important, c'est de réhumaniser la formation pour rompre ce sentiment de solitude qu'aujourd'hui encore beaucoup de gens, et on voit bien tout à l'heure quand on évoquait la mauvaise image du e-learning en ce moment, à quel point ça peut être encore plus vrai que jamais. Le Oui, second, ça a on toujours y été revient. vrai, ouais. Voilà, et même aujourd'hui, on voit bien que même le tutorat ou la formation e-learning est encore beaucoup assimilé à un apprenant qui est tout seul devant son ordinateur. Oui, Euh, oui, oui. le deuxième point, mais on reviendra peut-être là-dessus, je sais que tu voulais revenir sur cette question, c'est de mettre en œuvre un tutorat très fort et voire même un double tutorat. Le troisième point, c'est de mixer davantage le travail individuel, collectif et collaboratif pour rendre la formation motivante, attrayante et efficiente. Ensuite, c'est de diversifier les méthodes et les ressources pédagogiques. Donc, dans les temps asynchrones, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, il faut varier les mises en forme pédagogiques. Ensuite, autre manière de rendre la formation variée, c'est de mettre en œuvre la multimodalité aujourd'hui, c'est-à-dire du présentiel, du distanciel et de la formation en situation de travail. Tout à fait. Avant-dernier point, c'est de mieux prendre en compte les particularités et les acquis de chaque apprenant. Comme aujourd'hui, quand on disait tout à l'heure, le client, il veut qu'on prenne en compte de plus en plus. C'est un peu la tendance de l'évolution de l'industrie aujourd'hui. Il veut qu'on prenne plus en compte effectivement sa propre personnalité. Dans la formation, c'est pareil, mais là, c'est pour des raisons pédagogiques et des raisons effectivement d'avancée de parcours. Et puis le dernier point qui est important aussi, c'est d'intégrer de plus en plus la question de l'efficience du parcours et la mesure de l'efficacité de la formation. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, quand quelqu'un donne une formation, il dit, oui, en présentiel, voilà, c'est évident, les gens sont là, mais là, comment vous assurer qu'ils ont bien suivi la formation et qu'ils ont bien intégré les éléments que vous vouliez leur inculquer. Voilà. Donc aujourd'hui, un peu ce qui pour moi est tous les jours, ce matin, pas plus tard que ce matin, je suivais un débat organisé par Newstank, et c'est marrant, j'ai l'impression effectivement que tout le monde a un peu ces briques-là, et je pense bien modestement aujourd'hui avoir regroupé là dans l'ère de ce que j'ai appelé de la formation différenciée 4.0, tous les ingrédients aujourd'hui qui font vraiment si on les met tous ensemble, la formation la plus efficiente, en tout cas avec nos méthodes pédagogiques actuelles et nos outils actuels. Et ça n'aura certainement pas fini d'évoluer. Voilà, mettons déjà tous ces Non, ingrédients ensemble et on aura déjà oui, fait un grand pas pour faire du e-learning efficient. absolument. Je crois que la multimodalité sera le mot de la fin. C'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel on s'attache vraiment à travailler dessus, également chez Calimedia. On pourrait en parler de tout ça, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est la réalité pendant encore 2 heures. On va être, obligé de s'arrêter pour des raisons de format. Mais je vais conseiller en fait, aux auditeurs, ton livre qui Merci s'appelle beaucoup. donc du non, je t'en prie. Ça s'appelle Marc Ponsin, donc du présentiel au e-learning efficient. Le sous-titre, comme tu le rappelais, tout à l'heure, c'est Comment développer une formation professionnelle à distance. C'est aux éditions Duno et il y a plein de sujets dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui, mais qu'on va pouvoir retrouver donc dans ce livre qui est que en tous les cas, personnellement et très sincèrement, j'ai trouvé vraiment excellent. Et je crois que juste pour souligner un point aussi, Gérard, dans les chapitres importants, il y a aussi le chapitre sur l'aspect juridique de la formation. Oui,
On a vu C'est l'année vrai, dernière à quel point, quand tous les gens, se mettaient au distanciel, ils disaient: «Mais comment on fait pour rendre compte d'une formation? c'est vrai, Comment elle c'est a bien vrai, été suivie?» Et il y a un décret, qui existe, qui est dans le code du travail, qui définit, absolument. la manière de rendre compte d'une formation distancielle, qui est très peu, voire très mal connue et dans lequel effectivement, ça c'est un champ sur lequel il y a beaucoup de travail à faire encore aussi et qui définit Oui. d'ailleurs les obligations de tutorat aujourd'hui, maintenant, donc le législateur ne s'y est pas trompé. Non, il s'y est pas trompé. On retrouve une bonne partie des choses dans Calliope. Tu y faisais référence Tout tout à à fait. l'heure, qui va être une vraie avancée finalement. Enfin, moi, je considère que c'est une vraie norme, de formation, enfin spécifique à la formation et tout ça va dans le Oui, et bon d'ailleurs, sens. tout ce que je soulignais tout à l'heure sur les exigences aujourd'hui grandissantes du e-learning, ça provoque des retombées aussi dans le présentiel. Et d'ailleurs, effectivement, l'évolution, de Calliope maintenant et de la norme qualité dans la formation en est une des meilleures preuves. Absolument. Il nous reste à remercier nos auditeurs qui nous ont suivis, jusqu'à la fin de ce podcast. Merci à Merci tous à aussi toi Marc, de ma vraiment, part de nous sincèrement. avoir écoutés. C'est gentil. Merci à toi de nous avoir, fait donné envie de lire ton livre et puis, je souhaite un vrai grand succès au livre. Comme tu le dis, il est destiné aux responsables, de formation. Tu nous l'as rappelé tout à l'heure, tu l'as défini tout à l'heure et je crois qu'ils y trouveront énormément, énormément de choses. Merci, Marc. Merci Gérard et au plaisir d'échanger. Absolument, merci. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.